Imaginez un monde, pas celui que nous connaissons, pas même celui décrit dans les manuels scolaires. Imaginez un monde où le froid ne serait qu'un visiteur éphémère, suivi d'un été sans fin, où l'air embaumerait la verdure luxuriante et la terre humide, et où le soleil, d'une force implacable, consumerait chaque feuille, chaque brin d'herbe. C'était la terre telle qu'elle ne sera plus jamais. Il y a environ 120 000 ans, une période que les géologues appellent aujourd'hui l'interglaciaire érémien a balayé l'hémisphère nord. Pour nos lointains ancêtres, ce n'était pas un nom, mais une réalité, une époque d'abondance, de chaleur, et peut-être le premier véritable répit dans leur longue histoire de lutte. D'innombrables troupeaux paissaient sur d'immenses plaines s'étendant à perte de vue, de l'Europe à l'Asie. Mammouths laineux, bisons colossaux et cerfs géants, aux bois plus grands qu'une petite voiture, emplissèrent le paysage de leurs mouvements et de leurs cris. Des prédateurs, dont les noms inspirent encore la crainte, planaient au-dessus d'eux, lions des cavernes, tigres à dents de sabre, ours gigantesques. C'était un monde où la vie bouillonnait d'une énergie inimaginable. Homo sapiens, notre ancêtre direct, a colonisé lentement mais sûrement cette terre fertile. Il n'était pas encore maître de la planète, mais il se tenait déjà avec assurance sur ses deux jambes, le regard perçant, les mains habiles. Imaginez un petit groupe de chasseurs se faufilant dans les hautes herbes, leur peau hâlée par le soleil, leurs muscles tendus, à la main des lances à pointe de pierre taillées avec une incroyable dextérité. Ils traquaient un troupeau de cerfs, leur cœur battant à l'unisson avec le rythme de la nature sauvage. Ici, dans ce monde, chaque mouvement avait un sens. Chaque son pouvait signifier la vie ou la mort. Mais qu'est-ce qui caractérisait leur vie à cette époque? Une relative facilité. Les glaciers, qui recouvraient récemment de vastes territoires, s'étaient retirés, laissant derrière eux des sols fertiles et des milliers de lacs. Le niveau de la mer était plus élevé qu'aujourd'hui, submergeant les zones côtières, mais créant de nouvelles étendues d'eau, riches en poissons et en fruits de mer. Des jungles luxuriantes prospéraient sous les tropiques, tandis que d'épaisses forêts de chênes, d'ormes et de charmes s'étendaient aux latitudes tempérées, offrant une abondance de fruits, de noix et de racines. La nourriture était relativement facile d'accès. Il n'était pas nécessaire de lutter contre un froid glacial, ni de construire des abris élaborés pour se protéger des tempêtes de neige. Cela permit à nos ancêtres de se concentrer sur bien plus que la simple survie. Ils perfectionnèrent leurs outils, les rendant plus tranchants et plus efficaces. Ils apprirent à travailler les peaux et à confectionner des vêtements plus confortables, même s'ils n'étaient pas aussi chauds que ceux dont ils auraient besoin plus tard. Ils développèrent le langage, renforcèrent les liens sociaux et partagèrent leurs connaissances. Dans la paix relative de ce dernier été, l'humanité fit ses premiers pas vers une véritable civilisation, ignorant les épreuves qui l'attendaient. Mais le monde n'était pas statique. Même en cet âge d'or, au plus profond de la Terre, dans le mouvement des plaques continentales, dans le souffle de l'atmosphère, les premiers signes annonciateurs du changement à venir commençaient déjà à murmurer. Les peuples anciens, attentifs au moindre bruissement dans la forêt, au moindre changement de comportement animal, pouvaient-ils le pressentir? Ont-ils remarqué les changements de direction des vents? Ont-ils vu certaines espèces animales migrer un peu plus tôt que d'habitude, ou leur population fluctuer pour des raisons inconnues? Probablement pas. Pour eux, chaque été était chaud, chaque hiver doux. Les changements, s'il y en avait, étaient si lents qu'ils s'étalaient sur des décennies, des siècles, des générations entières. Ils étaient trop insignifiants pour susciter l'inquiétude. Les premiers humains vivaient dans le présent, et le présent était riche. Ils voyaient le monde avec le regard d'un chasseur-cueilleur, non d'un climatologue. Pourtant, sous ce voile de chaleur et d'abondance, se cachait une vulnérabilité insoupçonnée. L'humanité, se multipliant et s'étendant à travers les continents, s'était habituée à certaines conditions. Ses technologies, ses stratégies de survie étaient adaptées à ce monde estival. Elle savait chasser le mammouth dans l'herbe verte,
cueillir des baies dans la forêt chaude, s'abriter des averses estivales. Mais que se passerait-il si l'herbe jaunissait et disparaissait sous un manteau de neige? Et si les forêts se transformaient en squelettes morts et que les rivières gelaient jusqu'au fond? Et c'est ici que commence la partie la plus terrifiante de cette histoire. Le soleil, qui avait si généreusement donné la vie, commença lentement, presque imperceptiblement, à perdre de sa force. L'air, si récemment saturé de chaleur, commença à prendre un subtil goût métallique. Quelque part très au nord, à peine perceptible, un géant invisible commença à s'agiter. Un géant qui se préparait à dévorer le monde, à anéantir les paysages familiers et à remettre en question l'existence humaine elle-même. C'était bien plus qu'un simple changement de temps. C'était le début de la fin d'une ère entière. Comment l'humanité, habituée à la chaleur et à l'abondance, affrontera-t-elle l'hiver éternel qui approche? Survivra-t-elle lorsque le ciel se glacera et que la terre sera gelée pendant des millénaires? Que se passera-t-il lorsque les derniers souffles de l'été laisseront place au souffle glacial d'un monde nouveau et impitoyable? Cette légère odeur métallique dans l'air, présageant un événement funeste, se fit peu à peu de plus en plus distincte. Quelque chose avait changé. Le ciel ne se contentait pas de froncer les sourcils, il commençait à respirer un froid glacial et chaque souffle de ce nouveau monde annonçait une catastrophe imminente. Mais les anciens, dont la vie était inextricablement liée au rythme de la nature, ne saisirent pas immédiatement la véritable ampleur de ce qui se passait. Ils ne voyaient que des signes. Des signes qui, année après année, dessinaient peu à peu un motif inquiétant. L'été semblait devenir capricieux. Les jours raccourcissaient à une vitesse folle. Les nuits, outre une brise fraîche, étaient glaciales, obligeant chacun à s'emmitoufler dans des fourrures avant les premières gelées. La rosée matinale se transformait peu à peu en une fine croûte de glace qui fondait lentement, laissant derrière elle une sensation d'humidité et de désespoir. Les animaux, sensibles aux moindres changements, modifiaient leur route migratoire. Les oiseaux partaient plus tôt, revenaient plus tard ou ne revenaient jamais. Les rivières gelaient plus profondément, la glace persistait plus longtemps et les crues printanières devenaient moins prévisibles, parfois même moins importantes. Les arbres fruitiers portaient moins de fruits, l'herbe était moins juteuse. La terre, jadis généreuse, devint avare, comme si elle dissimulait ses richesses sous une couche de terre gelée toujours plus épaisse. Les chasseurs, habitués à l'abondance, revenaient désormais bredouilles, ou pire, pas du tout, fauchés par les éléments ou la famine. Mais ce n'était que le début. Une progression lente et à peine perceptible que nos ancêtres auraient pu prendre pour une succession de saisons malheureuses, la colère des dieux ou simplement une épreuve passagère. Comment comprendre que le monde familier s'effondre lorsqu'il le fait avec une grâce inexorable, presque imperceptible? Cependant, derrière ces changements locaux se cachaient des forces bien plus colossales, capables de remodeler la planète entière. Au fin fond de l'espace, au-delà de la perception humaine, 3 danseurs cosmiques évoluaient dans leur ballet éternel. La Terre, son axe et son orbite autour du Soleil, les variations les plus subtiles de ce rythme cosmique, entamèrent leur danse mortelle. L'orbite terrestre s'allongea légèrement, éloignant la planète de son soleil nourricier pendant certaines périodes. L'inclinaison de l'axe de la planète se modifia lentement, affectant la répartition de la chaleur solaire entre les hémisphères. Et même la rotation de la Terre elle-même, son étrange oscillation, acquit un nouveau tempo dangereux. Ces changements, en apparence mineurs, ont eu un impact cumulatif catastrophique. Moins de lumière solaire atteignait les hautes latitudes, surtout en été. Cela ne signifiait pas pour autant que les hivers devenaient beaucoup plus froids. Non, cela signifiait que la neige et la glace n'avaient pas le temps de fondre complètement en été. Imaginez les conséquences que cela aurait pu avoir sur le monde. Les glaciers qui reculaient auparavant chaque été ne reculaient plus que partiellement.
La neige tombée en montagne ne disparaissait pas complètement, mais se compactait, préparant ainsi le terrain pour une nouvelle couche. Et c'est là que réside le véritable piège. Chaque année, une infime partie de la glace restante de l'hiver précédent s'accumulait. 1 centimètre, puis 2, puis 10. C'était imperceptible, mais inexorable. Que se passe-t-il lorsque la neige ne fond pas complètement? Elle se compacte. Elle se transforme en glace. Et cette glace, d'un blanc éclatant, réfléchissant la lumière du soleil vers l'espace, ne faisait qu'intensifier le refroidissement, créant un cercle vicieux. Plus il y a de glace, plus il fait froid. Plus il fait froid, plus il y a de glace. Pour nos ancêtres, vivant en harmonie avec la nature, ces changements étaient un mystère. Les dieux étaient-ils en colère? Les esprits de la terre s'étaient-ils détournés d'eux? Superstitions et rituels s'intensifièrent dans une tentative d'apaiser les forces invisibles qui semblaient avoir posé leur regard sur l'humanité. Les chamans accomplissaient des rituels, implorant la chaleur, mais le ciel restait indifférent. Leurs prières demeuraient vaines. Mais au-delà du mysticisme, il y avait aussi des défis purement pratiques. Les tribus, habituées à une vie sédentaire, furent contraintes de devenir nomades. La recherche de nourriture devint une lutte constante. Les chasseurs s'aventuraient toujours plus loin, risquant tout pour nourrir les leurs, rencontrant parfois des animaux inconnus descendant du nord. Les maigres récoltes imposèrent de nouvelles stratégies de survie. Chaque ressource valait son pesant d'or, et la moindre erreur pouvait coûter la vie à toute la communauté. Le feu, jadis source de chaleur et de protection, était devenu une nécessité vitale, le cœur battant de chaque communauté. L'entretenir était plus qu'une simple tâche. C'était un rituel, un symbole de survie. S'éteindre à l'approche de l'hiver signifiait une mort certaine. Le bois de chauffage était devenu une denrée précieuse et les lieux où il abondait devenaient de véritables trésors. Les décennies se muèrent en siècles, et chaque siècle apporta des hivers de plus en plus rigoureux, des étés plus courts et plus arides. La limite des arbres recula. La toundra s'étendit, engloutissant peu à peu les forêts. Des paysages familiers à des générations entières se transformèrent au point d'être méconnaissables. À la place des épais fourrés apparurent de vastes étendues balayées par les vents où la vie vacillait à peine. Les animaux migraient vers le sud et à leur suite, souvent par désespoir, les hommes les suivirent. La terre, jadis berceau de la vie, se transformait en une arène de survie. Les rivières qui charriaient des eaux vivifiantes charriaient désormais la mort, figée dans le temps. Les forêts qui offraient abri et nourriture s'éclaircissaient, laissant place à des steppes glacées et, aux latitudes les plus septentrionales, à un désert de glace. Le niveau des mers baissait lentement mais sûrement, tandis que des milliards de tonnes d'eau se retrouvaient piégées dans des glaciers en expansion. De nouvelles terres et de nouvelles routes s'ouvraient, mais aussi des dangers inédits et inimaginables. L'humanité se trouvait au seuil de la plus grande épreuve de son histoire. Les signes avant-coureurs du désastre avaient déjà joué leur funeste symphonie. Puis vint l'imprévisible. Ce qui avait commencé comme un murmure à peine perceptible se mua en un rugissement tonitruant. Le géant qui sommeillait au nord s'était enfin réveillé, et son souffle n'était pas seulement froid, il était glacial, mortel, et il était sur le point d'engloutir le monde entier. L'humanité n'avait aperçu que les signes avant-coureurs, mais l'heure était venue d'affronter la catastrophe elle-même. L'heure où d'immenses murs de glace, hauts de plusieurs kilomètres, commenceraient leur inexorable progression, érodant les montagnes, modifiant le cours des rivières et effaçant de la surface de la terre tout ce qui lui était familier. Ce n'était pas seulement du froid, c'était la frappe de glace. Et soudain, ce murmure se mua en un rugissement tonitruant. La terre trembla sous le poids d'un changement sans précédent. Ce qui, la veille, était un paysage doux et familier, devint aujourd'hui l'arène d'un affrontement titanesque,
une bataille entre la vie et la glace dévorante. Le géant dont nous parlions ne s'était pas simplement éveillé, il s'était mis en mouvement. Et son mouvement était inexorable, lent, mais d'une puissance destructrice absolue. Le monde tel que l'humanité le connaissait disparaissait. Pas du jour au lendemain, non. Ce fut une agonie douloureuse, s'étalant sur des millénaires, marquant la mort de l'ancien monde et la naissance d'un nouveau paysage monstrueux. La frappe glaciaire frappa la planète non comme une météorite, mais comme un organisme vivant rampant lentement, dévorant tout sur son passage. Imaginez, des murs de glace, épais de plusieurs kilomètres, s'élevant au-dessus de l'Amérique du Nord et de l'Eurasie. Non pas de simples champs de neige, mais de véritables chaînes de montagnes d'eau gelée, en mouvement, lentement, imperceptiblement pendant une génération, mais inexorablement pendant des dizaines d'autres. Ces glaciers n'ont pas seulement recouvert la terre, ils l'ont broyée. Les roches se sont fissurées, transformées en gravats. Les vallées se sont nivelées, les montagnes ont été adoucies et les rivières, ces artères vitales qui avaient nourri forêts et prairies pendant des siècles, ont soit gelé jusqu'à leur fond, soit changé de cours, créant de nouvelles voies navigables, parfois absurdes. Mais le plus étonnant n'était pas l'avancée des glaces en elles-mêmes, mais ses conséquences pour la planète entière. Où est passée toute cette eau? Elle s'est retrouvée piégée. Des millions de kilomètres cubes d'humidité se sont évaporés des océans et ont formé des calottes glaciaires. Le niveau des mers a chuté, de façon drastique, jusqu'à 120 mètres et même davantage par endroits. Imaginez un littoral reculant de centaines de kilomètres, révélant de vastes territoires auparavant invisibles. Ce qui était jadis le fond marin est devenu terre ferme. De vastes plateaux continentaux ont été mis à nu, se transformant en plaines désertiques et balayés par les vents. C'est alors qu'un événement se produisit, qui changea à jamais le destin de l'humanité. Entre l'Asie et l'Amérique du Nord, là où se trouve aujourd'hui le détroit de Bering, un pont émergea des profondeurs de la mer. Vaste et immense, il devint une voie de passage entre deux continents, une voie que, des millénaires plus tard, les premiers humains emprunteraient pour atteindre le Nouveau Monde. C'était la Béringie, un don éphémère de glace qui ouvrit de nouveaux horizons. Mais à l'époque, au moment de son émergence, ce n'était qu'une étendue de terre morte et glacée parmi d'autres. Mais les changements ne se limitèrent pas à la géographie. L'atmosphère se transforma, elle aussi. Le froid s'empara non seulement de l'eau, mais aussi de l'air. Des vents violents balayaient les plaines exposées, soulevant dans le ciel non seulement la poussière, mais aussi des particules de glace microscopiques, créant d'interminables tempêtes grises. La température moyenne mondiale chuta de 5 à 10 degrés Celsius. Pour certaines régions, cela signifiait une transition d'un climat tempéré à un climat arctique. Pour d'autres, d'un climat arctique à un climat véritablement mortel. Le pergélisol, désormais associé aux régions les plus reculées de Sibérie, s'étendit alors profondément vers le sud, modifiant la structure du sol, empêchant la croissance des arbres et transformant les forêts en toundra. Les écosystèmes se sont effondrés. Les forêts tropicales se sont réduites à de petits refuges. Les vastes forêts de conifères d'Europe et d'Asie ont reculé, laissant place à d'immenses steppes et à la toundra. Là où s'étendait jadis un monde riche et foisonnant de vie, il ne restait plus que des étendues monotones, enneigées et balayées par les vents, où seuls les plus robustes survivaient. Qu'est-ce que cela signifiait pour les humains, qui jusqu'alors avaient profité de forêts abondantes et de rivières chaudes? Ce fut un désastre. Les ressources, les sources de nourriture familière, migraient vers le sud ou disparaissaient sous d'épaisses glaces. Les grands mammifères, qui constituaient l'essentiel du régime alimentaire des chasseurs préhistoriques, entamèrent leur grande migration à la recherche de nouveaux pâturages. Mammouths, rhinocéros laineux et bisons devinrent les symboles d'une ère nouvelle, des géants capables de survivre dans ce monde hostile. Mais les suivre, les chasser
était incroyablement dangereux. L'humanité fut contrainte de s'adapter à une vitesse alarmante. Chaque matin était un défi, chaque jour une lutte. Le monde qui l'entourait n'était pas seulement devenu froid, il était devenu hostile, impitoyable. Le soleil, même lorsqu'il se montrait, semblait étranger, un disque terne, à peine capable de procurer un peu de chaleur. Les nuits s'éternisaient, plongeant tout dans un froid glacial et mordant. Comment survivre quand le sol sous vos pieds se transforme en pierre, quand l'eau gèle et que l'air vous brûle les poumons? Comment trouver refuge dans un monde où les arbres se font rares, où les grottes deviennent des pièges mortels et où le froid vous pénètre jusqu'aux os? La retraite était impossible, il n'y avait nulle part où se réfugier. Il ne restait qu'une chose à faire, affronter cette nouvelle réalité de front. Mais le courage seul ne suffisait pas. La volonté seule ne suffisait pas. Pour affronter un tel ennemi, l'humanité avait besoin de quelque chose de plus, de fondamental, quelque chose qui puisse apporter un peu de chaleur dans cette éternité glaciale, quelque chose qui puisse illuminer les nuits obscures et sans fin, quelque chose qui puisse devenir le cœur du nouveau monde qu'elle tentait de bâtir au milieu de la glace et de la neige. Ce n'était pas seulement un moyen de survie, c'était la seule chance de continuer. Et c'était du feu. Pas seulement des étincelles jaillissant sur la pierre froide, pas seulement des langues de flammes dansantes dévorant avidement des branches sèches. C'était l'incarnation même de la vie, un cœur palpitant dans le silence mortel d'un enfer de glace. C'était la première et la plus forte réponse de l'humanité au murmure impitoyable de l'hiver éternel. Imaginez ce monde, un monde où chaque coucher de soleil n'apporte pas seulement l'obscurité, mais un froid glacial et enveloppant, capable d'anéantir toute créature en quelques secondes. Un monde où la nuit n'est pas seulement un moment de sommeil, mais une loterie mortelle où chaque souffle peut être le dernier. Et puis, au cœur de ces ténèbres infinies, à travers le vent glacial, perça la lumière, la chaleur, l'espoir. Le feu était bien plus qu'un simple outil, c'était un protecteur. Il repoussait les prédateurs dont les yeux luisaient dans la nuit, transformant leurs hurlements en un lointain murmure impuissant. Il guérissait, réchauffant les membres engourdis par le froid, dissipant les frissons mortels. Il était un phare, attirant des groupes disparates vers un centre commun, autour duquel naissaient les premières étincelles de la communauté. Il était la promesse que même dans la nuit la plus longue, l'aube finirait par se lever. Mais comment ont-ils maîtrisé ce pouvoir? Comment l'humanité, si petite et vulnérable, est-elle parvenue à apprivoiser ce qui n'était auparavant que la colère aveugle et destructrice de la nature? Au départ, ce fut sans doute un hasard, un éclair, une éruption volcanique, ou l'inflammation spontanée d'herbes sèches après une journée de forte chaleur. Nos ancêtres, Homo erectus, furent témoins de ce phénomène il y a des millions d'années. Peut-être contemplèrent-ils avec stupéfaction la forêt embrasée se réduire en cendres. Peut-être la peur les paralysa-t-elle, les forçant à fuir. Mais à un moment donné, l'un d'eux, plus audacieux ou plus téméraire, s'approcha des braises fumantes, en sentit la chaleur, et comprit que cette force pouvait non seulement être crainte, mais aussi maîtrisée. Ce ne fut pas une découverte instantanée, mais le fruit de millénaires d'observations, d'essais et d'erreurs. Les peuples primitifs ont probablement appris à voler le feu en ramassant soigneusement les braises incandescentes après un incendie de forêt et en les transportant jusqu'à leur abri. Imaginez ce fardeau inestimable, du bois de chauffage fumant qu'il fallait protéger du vent et de l'humidité, alimenter de feuilles et de brindilles sèches pour qu'il continue de brûler. Perdre le feu n'était pas un simple désagrément, cela signifiait retourner au froid, à l'obscurité et à une peur constante. C'était une question de vie ou de mort, et ainsi, entretenir le feu
devint l'une des tâches les plus importantes d'une communauté primitive. Il fallait bien que quelqu'un prenne soin du foyer. Cette personne devait veiller la nuit, alimenter le feu, le protéger de la pluie et de la neige. Ce rôle fut peut-être l'une des premières formes de spécialisation du travail, les premiers pas vers une structure sociale complexe. Mais cette dépendance au feu volé était fragile. Que se passerait-il s'il n'y avait pas de feu à proximité? Et si toutes les braises s'éteignaient? L'humanité avait besoin de fiabilité. Elle devait apprendre à produire du feu à volonté. Et c'est ainsi que devint l'une des plus grandes réussites intellectuelles et technologiques de la préhistoire. Les méthodes variaient, mais toutes exigeaient une patience, une habileté et une compréhension de la nature hors du commun. La plus courante était la méthode par friction. On utilisait une perceuse rotative où une tige affûtée tournait rapidement entre les paumes des mains dans le creux d'une planche, créant suffisamment de chaleur pour enflammer l'amadou. Ou encore une charrue à feu, où un morceau de bois était vigoureusement frotté contre un autre. Imaginez le processus, des centaines, des milliers de mouvements, le frottement des callosités, la douleur aux mains, jusqu'à ce qu'enfin, un mince filet de fumée commence à s'élever du bois. Et puis, une minuscule étincelle précieuse qu'il fallait attiser avec précaution pour la transformer en une véritable flamme. Ce n'était pas qu'un simple labeur physique, c'était un rituel exigeant une concentration absolue. Une autre méthode, la méthode par percussion, consistait à produire des étincelles. On frappait une pierre riche en quartz contre un morceau de roche ferrugineuse, comme la pyrite ou la marcassite. Les étincelles jaillissaient et, si elles atterrissaient sur une matière sèche et inflammable, amadou provenant d'un champignon, feuille morte ou mousse, un miracle se produisait. Le feu naissait. Ce savoir n'est pas apparu du jour au lendemain. Il s'est transmis de génération en génération, de maître à élève. Et lorsque le secret fut révélé, lorsque l'humanité apprit à maîtriser le feu, tout changea du tout au tout. Le feu était bien plus qu'une simple source de chaleur et de lumière. Il est devenu un catalyseur de l'évolution. Imaginez une grotte autrefois sombre et humide. Désormais éclairée et chaude, elle a permis aux hommes de pénétrer plus profondément dans les labyrinthes souterrains, de trouver des abris plus sûrs et de les utiliser comme habitation permanente plutôt que comme simple refuge temporaire. Le feu a ouvert de nouveaux territoires à la colonisation, permettant à nos ancêtres d'explorer des latitudes plus froides jusqu'au cercle polaire arctique. Mais surtout, le feu a transformé notre alimentation. Avant sa maîtrise, les aliments étaient consommés crus. La viande, les légumes et les racines exigeaient un effort considérable pour être digérés. Le feu nous a permis de cuisiner. Les aliments chauds sont non seulement plus savoureux, mais aussi beaucoup plus digestes. La cuisson de la viande l'attendrit, libérant ainsi davantage de calories et de nutriments qui auraient été perdus auparavant. Nos ancêtres ont donc gagné en énergie avec moins d'efforts, ce qui a favorisé le développement de l'organe le plus énergivore, le cerveau. Les scientifiques suggèrent que c'est la cuisson qui a permis l'augmentation du volume cérébral et le développement des capacités cognitives chez l'humain. De plus, le traitement thermique éliminait les bactéries et les parasites présents dans la viande et les végétaux crus. Cela réduisait considérablement l'incidence des maladies, permettant ainsi aux populations de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Le feu devenait une barrière invisible contre les maladies, un rempart supplémentaire dans la lutte pour la survie. L'usage du feu ne se limitait pas à la nourriture et au chauffage. Il facilitait la fabrication d'outils. Les pointes aiguisées des lances en bois pouvaient être chauffées, devenant ainsi plus dures et plus tranchantes. Les outils en pierre, plus fragiles, étaient plus faciles à travailler après chauffage. Le feu était un allié précieux dans tous les aspects de la vie. Mais l'une des influences les plus profondes et pourtant les moins évidentes du feu fut sans doute son impact sur la structure sociale. Le foyer devint le centre de la communauté. Après une longue journée de chasse et de cueillette, on s'y rassemblait. On y partageait la nourriture,
on y racontait des histoires, on y transmettait son expérience et on y instruisait les jeunes générations. La lueur vacillante des flammes unissait les gens, créant un sentiment de sécurité et d'appartenance. C'était un lieu où la culture se forgeait, où les liens sociaux se renforçaient, où l'humanité devenait non plus un simple groupe d'individus, mais une véritable société. Le feu était un symbole. Symbole de dépassement, symbole de raison, symbole de force collective. Il était le cœur qui battait dans chaque grotte, chaque campement, l'emplissant de vie et d'espoir, tandis que la tempête glaciale faisait rage à l'extérieur. Elle a permis à nos ancêtres non seulement de survivre, mais aussi de rêver en grand, de contempler les flammes vacillantes et d'imaginer l'avenir, un avenir où le froid ne régnerait plus en maître. Mais même le feu, ce plus grand des sauveurs, ne pouvait résoudre tous les problèmes. Immobile, il retenait l'homme au foyer. Pour conquérir véritablement le monde glacé, pour étendre leur territoire au-delà des grottes et des abris, les hommes devaient emporter la chaleur avec eux. Ils devaient trouver un moyen de se protéger du froid glacial, loin de la flamme salvatrice. Comment ont-ils fait? Quelle invention leur a permis de se déplacer, de chasser et d'explorer dans les conditions les plus extrêmes sans craindre une mort subite par hypothermie? La réponse était tout aussi ingénieuse que la maîtrise du feu, et elle se trouvait là où on l'attendait le moins. Le vent glacial, tranchant comme un poignard, transperçait les os. Le feu, notre fidèle allié, donnait la vie mais nous retenait prisonniers. Il était une ancre nous attachant aux grottes, aux abris. Pour échapper à ce piège, pour conquérir le monde de glace, il fallait plus. Il fallait un bouclier mobile contre le froid, une seconde peau capable de préserver la précieuse chaleur à l'abri des flammes salvatrices. Et ce bouclier fut découvert, non pas dans la pierre, ni dans le métal qui n'existait pas à l'époque, mais dans ce qui les entourait partout, les animaux qu'ils chassaient. Des peaux, mais pas de simples peaux brutes jetées sur les épaules. C'était une technologie complexe à plusieurs niveaux, née du désespoir et du génie. C'était la naissance du premier vestiaire. Imaginez, après une chasse fructueuse, une fois la viande dépecée et les os enlevés, il ne reste que la peau, lourde, dure, imbibée de sang et de graisse. La sécher simplement la rendrait cassante, inconfortable et rapidement inutilisable. Elle ne protégerait pas du vent et de la neige et ne ferait qu'alourdir le vêtement. Comment transformer cette matière première en un vêtement souple, chaud et imperméable, capable de résister aux rigueurs de l'ère glaciaire? La réponse est venue au terme d'innombrables essais et erreurs, malgré les engelures et les nuits glaciales. Les premiers humains ont commencé à travailler les peaux. D'abord, ils les nettoyaient soigneusement de toute trace de chair et de graisse. Cette opération, réalisée à l'aide de grattoirs en pierre aiguisée, était un travail fastidieux et ardu qui exigeait une persévérance incroyable. Ensuite, les peaux étaient malaxées. Elles étaient broyées, étirées et mâchées pendant des heures, voire des jours, afin d'assouplir les fibres et de les rendre plus élastiques. Ce fut le premier pas vers la transformation, mais le simple pétrissage ne suffisait pas. Les peaux pouvaient encore se rigidifier une fois mouillées. Elles nécessitaient une véritable protection. C'est là qu'intervint la véritable alchimie de l'âge glaciaire, le tannage. Les méthodes étaient d'une diversité et d'une efficacité étonnantes. L'une des plus courantes consistait à utiliser des graisses animales et de la cervelle. Eh oui. La cervelle, riche en lécithine et en enzymes, était frottée sur la peau, puis pétrie vigoureusement jusqu'à ce que la graisse pénètre profondément dans les fibres, les rendant imperméables et incroyablement douces. La peau était ensuite fumée au-dessus d'un feu couvant. La fumée lui conférait non seulement un parfum et une couleur agréable, mais la désinfectait également, la protégeant de la putréfaction et repoussant les insectes. Ce fut une véritable révolution technologique. Une fois la peau prête, souple, résistante et imperméable, il était temps de la transformer en vêtement. Mais comment? Un fil ordinaire ne supporterait pas une telle tension et les aiguilles en bois se casseraient.
C'est là que les artisans de l'Antiquité firent preuve une fois de plus d'ingéniosité. À partir d'os d'animaux, souvent les os fins et robustes d'oiseaux ou d'ongulés, ils sculptaient des aiguilles extrêmement fines et pointues. Certaines de ces aiguilles, retrouvées par les archéologues, présentent de minuscules trous, parfaits pour le fil. On utilisait également des tendons d'animaux, déchiquetés en fines fibres, ou des matières végétales résistantes comme l'ortie ou l'écorce de tilleul. Il ne s'agissait pas simplement de vêtements, c'était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Chaque détail comptait. Il a fallu des décennies, voire des siècles, pour perfectionner la coupe et la conception. Les premiers costumes se composaient probablement de plusieurs éléments, une tunique en peau, un pantalon conçu pour protéger les jambes et bien sûr une capuche et des moufles. Le tout était cousu de manière à ne laisser aucune ouverture pour le vent glacial, mais surtout c'était un vêtement multicouche. La couche intérieure, au contact du corps, était souvent faite de fourrure douce et duveteuse, renard, renard polaire ou lièvre. Elle créait une couche d'air qui conservait parfaitement la chaleur. La couche extérieure, en peau de renne, de bison ou de mammouth, était plus résistante et imperméable, protégeant du vent, de la neige et de la pluie. Parfois, de la mousse ou de l'herbe sèche était intercalée entre les couches pour une isolation supplémentaire, transformant le vêtement en une véritable glacière. Cette révolution vestimentaire a tout changé. Les gens n'étaient plus cantonnés au foyer. Ils pouvaient se déplacer, explorer, chasser dans les conditions les plus extrêmes, traquant leur proie pendant des heures, sans craindre une mort subite par hypothermie. Les vêtements sont devenus bien plus qu'une simple protection, un outil de survie qui a ouvert de nouveaux horizons. Les découvertes archéologiques confirment ce tableau. Des dizaines de milliers d'aiguilles en os ont été mises au jour sur des sites de l'âge glaciaire à travers l'Eurasie. Certaines sont si habilement façonnées qu'elles rivalisent avec des objets modernes. Des milliers de grattoirs en pierre, retrouvés par milliers, portent des marques d'usure caractéristiques, témoignant du traitement à grande échelle des peaux. Des marques microscopiques d'outils en pierre ont été découvertes sur des ossements d'animaux, indiquant que les carcasses n'étaient pas seulement dépecées pour leur viande, mais aussi méticuleusement dépecées pour obtenir des fourrures et des peaux de grande valeur. Mais le plus étonnant réside dans les preuves indirectes. Des perles, des pendentifs et autres bijoux en os, en dents ou en coquillages ont été découverts sur certains sites antiques. Cela laisse supposer que les vêtements n'étaient pas seulement fonctionnels, mais pouvaient aussi exprimer un statut social, une appartenance à un groupe, voire une valeur esthétique. Peut-être ces vêtements anciens portaient-ils déjà les premiers symboles, racontant des histoires ou indiquant une identité tribale. Grâce à ces inventions, les hommes préhistoriques cessèrent d'être des victimes passives du froid. Ils devinrent des acteurs de leur destin, capables d'affronter les éléments. Ils emportèrent la chaleur avec eux, et cela leur permit de franchir une nouvelle étape, quitter la sécurité des grottes pour s'aventurer dans les vastes étendues glacées peuplées d'une forme de vie totalement différente. Une vie bien plus grande, plus forte et plus dangereuse que les humains eux-mêmes. Désormais équipés de leurs abris mobiles, les chasseurs antiques étaient prêts à affronter de puissants mammouths, de féroces tigres à dents de sabre et d'immenses rhinocéros laineux. Prêts à défier les créatures les plus redoutables de l'ère glaciaire. Après tout, ces vêtements ne se contentaient pas de les tenir au chaud. Ils leur conféraient une audace incroyable, l'audace de chasser des géants. Leurs nouveaux vêtements leur conféraient de l'audace, mais non l'invulnérabilité. Aucun manteau de fourrure ne pouvait arrêter un colosse de 3 tonnes fonçant sur vous à la vitesse d'un train de marchandises, avec des défenses capables de percer la roche. L'homme préhistorique franchit le seuil de la grotte, mais ce qui l'attendait n'était pas un monde vide, mais un royaume de véritables géants, et il était un étranger dans ce royaume. Chaque expédition de recherche de nourriture se transformait en une lutte à mort.
Une erreur signifiait non seulement la famine, mais aussi des représailles immédiates et terribles. Quelle folie poussait ces créatures relativement faibles à défier les plus puissantes créatures de l'ère glaciaire. La réponse est simple, la survie. Pour se maintenir au chaud et éviter la famine, il leur fallait bien plus que des baies et de petits rongeurs. Il leur fallait de l'énergie, des graisses, des protéines, en quantités inimaginables. Et ces quantités ne se trouvaient que dans les carcasses de mammouths laineux, de bisons géants et de féroces rhinocéros laineux. Comment ont-ils fait? Comment une poignée d'hommes, armés de simples lances rudimentaires, ont-ils pu vaincre un animal des centaines de fois plus fort qu'eux? C'était là la véritable source de leur audace, non pas la force, mais l'ingéniosité, non pas la vitesse, mais la stratégie, non pas la bravoure individuelle, mais une coordination implacable et précise. Leur principale arme était la raison et le collectif. Les chasseurs de l'Antiquité savaient qu'une collision frontale était un suicide. Ils étudiaient donc. Pendant des semaines, des mois, ils observaient les habitudes des troupeaux, leurs routes de migration, leurs points d'eau et leurs abris contre les tempêtes de neige. Ils mémorisaient chaque sentier, chaque ravin, chaque falaise susceptible de devenir un piège mortel. Et ce furent les pièges qui devinrent leur premier, plus brutal et plus efficace allié. Imaginez un immense troupeau de mammouths traversant lentement une plaine enneigée. Le vent porte l'odeur du danger imminent, mais leur instinct grégaire les pousse à poursuivre leur route. Une mort invisible les guette. Ceux qui avaient creusé de profondes fosses, dissimulées sous la neige, ou qui connaissaient l'emplacement de falaises et de marécages naturels, attendaient patiemment. Alors, ce fut l'enfer. Cris stridents, torches, pierres jaillissant des ténèbres, tout s'abattit sur le troupeau, semant la panique. Pris de terreur, les animaux se précipitèrent droit dans un piège mortel. Craquement d'os, râles d'agonie, giclées de sang sur la neige immaculée. Ce n'était pas une chasse, c'était un massacre. Mais même là, un animal blessé, pris au piège dans une fosse, restait un danger mortel. Les chasseurs d'autrefois devaient l'achever, au risque d'être empalés par une défense ou écrasés dans son agonie. Mais il n'était pas toujours possible de trouver une falaise appropriée ou de creuser un terrier pour tout un troupeau. Que faire lorsque la proie était seule ou à découvert? D'autres tactiques entraient alors en jeu. L'une des plus éprouvantes était la chasse dite d'usure. Les anciens savaient que si les mammouths et les rhinocéros laineux pouvaient courir très vite sur de courtes distances, leur endurance était inférieure à celle des humains. Un groupe de chasseurs se relayant pouvait poursuivre un animal pendant des heures, voire des jours. Poussé par des cris, des pierres et quelques jets de lance, l'animal s'épuisait. Son corps énorme surchauffait, sa respiration devenait haletante. Et puis, lorsque le géant s'effondrait d'épuisement, le moment décisif était arrivé. Et nous voici face à l'une des plus grandes inventions du Paléolithique, le propulseur ou atlatl. Cet instrument d'apparence simple, un bâton muni d'un crochet à son extrémité, constituait une véritable révolution. Il permettait de lancer des javelots avec une force prodigieuse et une précision bien supérieure à celle du lancer à main levée. Les chasseurs pouvaient désormais frapper leurs proies à distance, leur infligeant des blessures qui les affaiblissaient progressivement. Il ne s'agissait pas simplement de lancer de javelots, c'était le premier pas vers le combat à distance, une véritable révolution. Mais même avec un propulseur, tuer un gros animal était incroyablement difficile. Les lances à pointe de pierre, bien que tranchantes, peinaient à pénétrer l'épaisse peau et la puissante musculature de l'animal. Les chasseurs visaient les points les plus vulnérables, les aisselles, l'aine, les yeux et les voiles respiratoires. Cela exigeait une précision, un sang-froid et une coordination hors du commun. Pendant que certains distrayaient l'animal, d'autres tentaient de lui porter le coup fatal. Chaque chasse était un exploit. Chaque animal abattu, un triomphe. La carcasse d'un mammouth ou d'un rhinocéros laineux est bien plus que de la simple viande.
C'est un véritable trésor de ressources vitales à la survie. La viande nourrit. La graisse fournit l'énergie, le combustible pour le feu et la matière première pour les lampes. Les os servent d'outils, d'armes et d'éléments de charpente pour les abris. Les peaux permettent de se vêtir, de s'abriter et de se protéger du vent glacial. Les défenses de mammouth sont un matériau de construction inestimable, utilisé pour bâtir des habitations et des villages entiers. Ce combat contre la mégafaune ne leur a pas seulement fourni de quoi se nourrir. Il a forgé leur identité en tant qu'espèce. Il leur a appris à planifier, à coopérer et à innover. Il a endurci leur esprit, les rendant intrépides face à toute menace. Ils ont atteint le sommet de la chaîne alimentaire, non grâce à leurs crocs ou leurs griffes, mais grâce à leur intelligence et à leur volonté de survivre. Mais cette victoire avait un prix. Pour s'assurer durablement d'aussi vastes ressources, il leur fallait suivre les troupeaux. Là où les mammouths migraient, les hommes les suivaient. Et cela impliquait une chose, un déplacement constant, sans interruption. À travers d'immenses étendues glacées, ils vainquirent les géants, mais cette victoire les condamna à des migrations sans fin, car pour survivre, il leur fallait plus que tuer. Il leur fallait bouger, avancer, vers l'inconnu. À travers des déserts glacés, où chaque pas pouvait être le dernier, la victoire sur les géants de l'ère glaciaire fut un triomphe d'intelligence, de volonté et d'ingéniosité. Ces chasseurs préhistoriques, minuscules points face aux colossaux mammouths, prouvèrent que l'humanité était capable non seulement de survivre, mais aussi de dominer le monde le plus hostile que la Terre ait jamais connu. Mais cette victoire eut un prix terrible. Elle les enchaîna à une spirale infernale de migration, une marche implacable et épuisante, où chaque pas était un pas vers l'inconnu, et chaque halte un simple répit avant le prochain défi. Ils n'étaient pas seulement des chasseurs, mais prisonniers de leur propre succès. Pour se nourrir, pour approvisionner leur tribu en viande et en peau, ils devaient suivre les troupeaux. Là où migraient mammouths, rennes et bisons, les hommes les suivaient, condamnés à un voyage sans fin. Ce n'était pas un choix, c'était une sentence, celle d'une immense odyssée à travers la terre glacée qui durait non pas des mois, mais des millénaires. Imaginez ce monde, non pas d'immenses plaines verdoyantes, mais des étendues infinies de toundra gelées à l'extrême, de hautes montagnes, leurs sommets dissimulés sous des neiges éternelles, des rivières gelées, leurs eaux traîtresses, pièges de glace fragiles. Et au-dessus de tout cela, un ciel froid et indifférent, souvent voilé par de bas nuages, plombés chargés de neige et de vent glacé. Comment se repérer dans un tel monde? Comment franchir ces distances quand chaque pas exige un effort colossal, quand la neige vous arrive à la taille et que le gel vous transperce jusqu'aux os? Pourtant, les gens ont marché. Ils n'ont pas seulement marché, ils se sont déplacés. C'était l'art de la survie, perfectionné à l'extrême. Leur déplacement n'était pas chaotique. Ils suivaient le rythme de la nature, les migrations des animaux dont ils dépendaient. Au printemps, à la fonte des neiges et à l'apparition des premières feuilles, les troupeaux migraient vers le nord, vers les riches pâturages de la toundra. Les hommes les suivaient, sachant que c'est là, au nord, qu'ils trouveraient leur gibier. À l'automne, avec le retour du froid, les animaux repartaient vers le sud et les chasseurs d'antan reprenaient point la route, comme liés par un fil invisible à ces géants. Mais le voyage lui-même n'était pas moins périlleux qu'un combat contre un mammouth. Une tempête de neige pouvait surgir soudainement, transformant le paysage familier en un abîme blanc et impénétrable où il était facile de se perdre, et donc de perdre la vie. Les rivières gelées représentaient un danger de chute et des crevasses ou des falaises traîtresses pouvaient se dissimuler sous la neige. Et bien sûr, les prédateurs, tigres à dents de sabre, lions des cavernes, loups, rôdaient toujours dans les parages, prêts à exploiter la moindre faiblesse. Comment se déplaçaient-ils? La marche était trop lente et énergivore. C'est là que leur intelligence,
leur capacité à transformer des matériaux naturels en outils de survie entra en jeu. Ils utilisaient probablement des raquettes primitives, des armatures en bois recouvertes de cuir brut qui répartissaient leur poids sur une plus grande surface, les empêchant de s'enfoncer dans la neige profonde. Ce furent les premiers pas vers l'adaptation, leur permettant d'économiser une énergie précieuse. Pour transporter leur butin et leurs quelques biens essentiels, ils utilisaient probablement des traîneaux sans patins, faits de peaux ou de branches qu'ils tiraient dans la neige. Les lourdes carcasses d'animaux, les os et le bois de chauffage exigeaient un effort considérable, mais étaient indispensables à leur survie. Chaque famille, chaque groupe transportait ses propres effets personnels, son propre abri miniature, fourrure de rechange, outils en silex, viande séchée et pierres à feu. Mais le fardeau le plus terrifiant n'était pas physique, mais psychologique. Imaginez ces paysages infinis et monotones, où l'horizon semblait toujours lointain et la route interminable. Les jours se muaient en nuit, les semaines en mois, et chaque jour était marqué par la même chose, la lutte pour avancer. Comment ne pas perdre espoir? Comment résister au désespoir quand la fatigue imprégnait chaque cellule du corps et que le froid ne cédait jamais? C'est là que la véritable profondeur de leurs pensées commença à se révéler. Ils ne se contentaient pas de parcourir la terre, ils la lisaient. Les chasseurs mémorisaient chaque colline, chaque arbre, chaque rocher, pouvant servir de repère. Ils suivaient le soleil et les étoiles pour déterminer leur direction. Ils observaient les animaux, oiseaux, renards, lièvres, et comprenaient où ils allaient chercher de la nourriture ou un abri. Chaque membre de la tribu était un cartographe, dont la mémoire recelait une connaissance inestimable des routes, des passages sûrs et des lieux où trouver refuge. Ils devaient non seulement marcher, mais aussi construire au fur et à mesure. Des campements temporaires, à l'abri du vent et de la neige, étaient construits avec des branches, des peaux et même des os de mammouth. Ce n'étaient pas des habitations, mais plutôt des relais où ils pouvaient allumer un feu, se réchauffer, partager de la nourriture et se reposer un peu avant de repartir. Chaque abri témoignait de leur ingéniosité et de leur volonté de survivre. Malgré tout, leur savoir et leur ingéniosité, le voyage fut semé d'embûches. Certains restèrent à la traîne. D'autres moururent de froid. D'autres encore furent la proie de prédateurs. Maladies, blessures, faim, autant de menaces constantes pour la tribu. Et pourtant, ils ne s'arrêtèrent pas. S'arrêter, c'était mourir. Rester, c'était se condamner à une mort certaine. Cette odyssée constante et exténuante exigeait bien plus que de la force ou de l'agilité. Elle requérait quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui permettait d'endurer ces épreuves inhumaines. Quelque chose qui permettait de rester inébranlable sous le poids des souffrances et des pertes sans fin. C'était quelque chose de plus grand que l'endurance individuelle et de plus complexe que le simple fait de suivre le troupeau. C'est ce qui les unissait. Quand le monde autour d'eux était froid et indifférent, quand chaque pas pouvait être le dernier, quand la solitude signifiait une mort certaine, le seul salut était la communauté. Et c'est dans ce mouvement incessant, dans cette lutte perpétuelle pour la survie, qu'ils découvrirent le secret de leur résilience. Une force plus puissante que n'importe quel blizzard, plus forte que n'importe quelle glace, et plus puissante que n'importe quelle bête. Quand le monde qui nous entourait était froid et indifférent, quand chaque pas pouvait être le dernier, quand la solitude signifiait une mort certaine, seul le soutien de la communauté nous offrait un salut. Ce n'était pas qu'un abri, pas qu'un groupe de personnes. C'était un système vivant, vibrant, où chaque élément était crucial et où la défaillance d'un seul menaçait la vie de tous. La solitude était une condamnation à mort. Seul, on n'était qu'un jouet entre les mains des éléments, une proie facile pour un prédateur, une étincelle fragile vouée à s'éteindre dans la nuit glaciale. Mais lorsqu'ils se retrouvaient, lorsque leur cœur battait à l'unisson, lorsque chaque regard, chaque geste portait une promesse silencieuse de soutien,
il devenait bien plus. Il formait un rempart contre la mort inéluctable, une flamme qui dissipait les ténèbres éternelles. Comment ont-ils tissé ce lien indéfectible dans un monde où chaque ressource était précieuse et chaque étranger potentiellement dangereux? Il ne s'agissait pas seulement d'instinct de survie, c'était quelque chose de bien plus profond. C'était la prise de conscience que leur propre vie dépendait de celle de leurs voisins, de sa force, de son savoir-faire, de sa capacité à partager le fardeau. En ces temps où le langage parlé commençait à peine à se structurer et où l'écriture n'était encore qu'un lointain souvenir, leur langue était une langue du silence, une langue de regard, de gestes et de contact. Une langue née de la nécessité, affinée dans le danger et renforcée par des milliers de jours et de nuits passés côte à côte au bord de la survie. Imaginez-vous debout sur un versant balayé par le vent, le visage lacéré par les éclats de glace. Au loin, les silhouettes de mammouths, promesses de viande, de peau et d'os. Mais s'en approcher seul serait pure folie. Vous croisez le regard de votre compagnon de tribu. Vos yeux se rencontrent. Une compréhension mutuelle s'installe dans ce regard, sans un mot. Il sait ce que vous pensez. Vous savez ce qu'il pense. Un hochement de tête silencieux et vous vous mettez en mouvement, chacun accomplissant son rôle dans une danse ancestrale et mortelle. C'était une synchronicité forgée dans le feu de la nécessité. Chaque membre de la communauté avait un rôle à jouer. Les hommes se livraient le plus souvent à la dangereuse chasse, tandis que les femmes cueillaient des plantes comestibles, séchaient la viande, travaillaient les peaux, prenaient soin des enfants et entretenaient le feu, le cœur de leur univers. Les anciens, dont les corps ne pouvaient plus supporter les rigueurs de la chasse, devenaient les gardiens du savoir, transmettant l'expérience, les routes migratoires, les secrets de la fabrication des outils et, surtout, la sagesse de la survie. Le véritable génie des anciens résidait dans ce système à la fois complexe et flexible. Ils ne se contentaient pas de répartir les responsabilités, ils partageaient les risques. Si un chasseur était blessé, la communauté ne l'abandonnait pas. On le portait, on prenait soin de lui jusqu'à sa guérison. Pourquoi? Parce que chaque personne était précieuse. La perte d'un seul individu affaiblissait toute la communauté, rendant chacun des survivants plus vulnérable. Mais comment maintenir une paix fragile quand chaque jour est une lutte pour la survie, quand la faim et la peur peuvent engendrer l'envie et l'agression? C'est là que les lois non écrites de la communauté sont intervenues. Le système d'échange et d'entraide était vital. Une chasse fructueuse impliquait que la viande soit partagée entre tous. Non seulement par souci d'équité, mais aussi parce que le lendemain, ceux qui avaient eu de la chance aujourd'hui pourraient rentrer bredouilles et auraient alors besoin de l'aide des autres. Un animal blessé qui avait échappé à un chasseur pouvait être achevé par un autre. La proie trouvée par l'un ne suffisait peut-être pas à nourrir tout le monde, mais en la combinant avec les prises des autres, on pouvait subvenir aux besoins de tous. Ce système d'entraide constituait une sorte d'assurance-vie ancestrale. C'est au sein de ces petits groupes nomades, composés de quelques dizaines de personnes, parfois seulement de quelques familles, que se sont formés les premiers rudiments de la culture. Autour du feu de camp, face au vent hurlant, ils partageaient des histoires d'ancêtres, de grandes chasses, d'esprits hantant les montagnes et les rivières. Ces récits n'étaient pas de simples divertissements. Ils étaient le ciment du groupe, transmettant des valeurs, instruisant les jeunes et forgeant une identité commune si essentielle dans un monde hostile et impersonnel. Les rituels, aussi simples soient-ils, naissaient du besoin de donner un sens au monde et d'y instaurer un ordre. L'abattage d'un mammouth devint un acte sacré. Appliquer de l'ocre sur le corps du défunt était un adieu, confirmant qu'après la mort, l'individu demeure membre de la communauté, maillon de la chaîne ininterrompue de la vie. Ces rituels apportaient espoir, réconfort et un sentiment de maîtrise face au chaos. Imaginez la nuit. Un feu brûle dans la grotte, projetant d'étranges ombres sur les parois. Dehors,
Le froid est si intense qu'il pourrait tuer en quelques heures. Mais à l'intérieur règne une chaleur réconfortante. Non seulement celle du feu, mais aussi celle de la proximité des autres, du souffle paisible des dormeurs, d'un sentiment d'appartenance. Cette chaleur était un bouclier qui leur a permis non seulement de survivre, mais aussi de préserver leur humanité. Mais que se passait-il lorsque la communauté se désagrégeait, lorsque les conflits internes devenaient trop intenses, lorsque les ressources s'épuisaient et que le groupe était contraint de se scinder? Ce fut une tragédie. La séparation signifiait non seulement la perte de protection, mais aussi la perte même du langage du silence qui les unissait. Une personne isolée, privée de sa communauté, était pratiquement condamnée. C'est cette conscience, ce besoin profond et instinctif d'autrui qui leur a permis de survivre aux périodes les plus sombres de l'histoire de la planète. La communauté n'était pas seulement un moyen de survie, elle en était le sens même. C'est ce qui leur donnait la force de persévérer face à l'épreuve et aux pertes incessantes. C'était quelque chose de plus grand que l'endurance individuelle, quelque chose de plus complexe que le simple fait de suivre le troupeau. Et cette force, cette conscience du lien indéfectible qui unit les êtres, leur a permis d'accomplir l'impossible. Elle leur a donné le courage de regarder au-delà de l'horizon, là où s'arrêtait la terre qu'ils connaissaient, là où s'étendaient des espaces nouveaux et inexplorés, et de décider d'aller de l'avant, vers de nouveaux passages incroyables, vers des ponts non pas de pierre, mais plus solides que n'importe quel rocher, des ponts qui leur ont permis de franchir l'impossible. Ils contemplèrent l'horizon, ils virent la fin des terres connues, la promesse de nouveaux horizons. Et ils prirent une décision. Mais cette décision n'était que le premier pas dans un abîme sans carte, sans guide, où seul un inconnu infini et glacial s'étendait. Les ponts dont nous parlons n'étaient pas taillés dans la pierre. Invisibles, éphémères, leur construction exigea un courage sans précédent, un savoir profond et la capacité de voir ce que nul n'avait jamais vu auparavant. Il ne s'agissait pas simplement d'un mouvement vers l'avant. C'était la plus grande migration de l'histoire de l'humanité, s'étendant sur des millénaires, mue non par une soif de conquête, mais par le pur instinct de survie. Et son épicentre se situait au point de rencontre de deux continents, ouvrant la voie à un monde entièrement nouveau. Imaginez un monde où l'océan se retire, révélant la Terre. Non pas quelques kilomètres, mais des milliers de kilomètres. Où deux continents, séparés par des eaux infinies, fusionnent en une immense plaine gelée. Ceci n'est pas de la fantaisie, c'était la Béringie, ce pont terrestre reliant l'Asie et l'Amérique, l'une des plus grandes merveilles de l'ère glaciaire. Tandis que d'immenses glaciers emprisonnaient l'eau au pôle, le niveau de la mer baissait, révélant un corridor terrestre entre la Sibérie et l'Alaska. Il ne s'agissait pas d'un isthme étroit, mais d'une vaste étendue sauvage de la taille de l'Europe, recouverte d'une steppe de toundra où paissaient mammouths, rhinocéros laineux, bisons et chevaux sauvages. Mais comment savaient-ils que ce chemin existait? Comment ont-ils trouvé cette route qui ne menait nulle part? Les chasseurs-cueilleurs de l'Antiquité ne disposaient ni de cartes satellitaires, ni de systèmes de navigation mondiaux. Leur boussole, c'était leur vue perçante, leur carte, la mémoire des générations et les migrations animales. Ils suivaient les troupeaux en quête de nouveaux pâturages, les prédateurs traquant leurs proies. Pas à pas, génération après génération, ils ont progressé toujours plus à l'est, sans se douter qu'ils franchissaient non seulement un immense territoire, mais la frontière des mondes. Mais ce pont était bien plus qu'un simple bout de terre. Il était invisible à ceux qui ne savaient pas déchiffrer les signes de la nature, qui manquaient de patience et d'adaptabilité. Le climat rigoureux de la Béringie, avec ses vents violents, ses étés courts et ses hivers interminables, exigeait une ingéniosité hors du commun. Point de forêt pour les abriter, seulement une vaste plaine exposée aux éléments. Comment ont-ils survécu dans cet enfer de glace? C'est là que réside la véritable nature de ces ponts invisibles,
Bien plus que de simples éléments géographiques, ils étaient des ponts de savoir, de mémoire et de volonté inébranlables. Il s'agissait de transmettre oralement des informations vitales de père en fils, de mère en fille. Savoir où trouver de l'eau dans le désert glacé, comment faire du feu malgré l'humidité et le vent constant, quelles plantes étaient comestibles et lesquelles étaient mortelles. C'est cette sagesse collective, accumulée au fil des millénaires, qui leur a permis non seulement de traverser, mais aussi de survivre sur ce pont immense. Cette capacité de savoir collectif, ces ponts invisibles de connexion sociale, ne se manifestait pas seulement lors des grandes migrations transcontinentales. Elle était la clé de la survie partout sur la planète recouverte de glaciers. En Europe, au gré des avancées et des reculs glaciaires, les peuples anciens ne se contentaient pas d'attendre un changement de climat. Ils se déplaçaient, conquérant de nouveaux territoires, trouvant des passages à travers les chaînes de montagnes, suivant les migrations saisonnières des rennes et des mammouths. À chaque fois, cela exigeait non seulement une force physique considérable, mais aussi une connaissance approfondie du paysage, du climat et de l'écosystème. Et si je vous disais que les plus grands ponts n'ont pas été construits de terre et de glace, mais de quelque chose de bien plus abstrait? Des ponts qui relient non pas des continents, mais des idées. Des ponts qui leur permettent d'anticiper les menaces, de planifier l'avenir et de s'adapter à un monde en constante évolution. Lorsqu'ils foulèrent les vastes étendues de la Béringie, ils ne se déplacèrent pas au hasard. Ils cherchèrent, ils explorèrent, ils se souvinrent. Chaque colline, chaque rivière, chaque concentration de gibier devint une partie intégrante de leur carte mentale. Ils apprirent à lire les étoiles pour s'orienter la nuit, à observer la direction du vent pour prévoir les tempêtes. Leur cerveau devint l'instrument de navigation le plus complexe, traitant constamment l'information, élaborant des modèles et faisant des prédictions. Chaque pas était un risque, chaque décision un pari de vie ou de mort. Comment choisissaient-ils une direction alors qu'un désert blanc infini les entourait? C'est là que se révèle le véritable génie des hommes préhistoriques. Leur capacité de pensée abstraite, leur aptitude à créer des structures sociales complexes et à partager les connaissances les rendaient incroyablement résilients. Ils pouvaient planifier collectivement des chasses à la mégafaune qui exigeaient la coordination de dizaines de personnes. Ils pouvaient créer des outils complexes qui nécessitaient non seulement de l'habileté, mais aussi de la prévoyance, une représentation mentale du produit final. Mais le pire était à venir. Après des millénaires de colonisation de nouveaux continents et de construction de leurs ponts invisibles, le climat commença à se dégrader à nouveau. Les glaciers semblaient se préparer à un assaut final et décisif. Les ressources s'épuisaient. Des chemins jadis sûrs se transformèrent en pièges mortels. L'humanité se trouvait au bord du précipice, et pour survivre, elle aurait besoin de bien plus que de l'instinct. Ils n'ont pas simplement marché. Ils ont traversé cet enfer de glace par la pensée, et ce processus de pensée, cette incroyable capacité d'abstraction, de planification et d'adaptation, est devenue leur arme la plus puissante. Une arme qui leur a permis non seulement de survivre, mais aussi de conquérir la planète. Mais comment leur esprit est-il devenu un tel outil de survie? Qu'est-ce qui a déclenché ce formidable bond en avant intellectuel? La réponse réside au cœur de leur capacité à percevoir l'invisible, à anticiper l'impossible et à transcender tout ce qu'ils connaissaient. Ils ont survécu là où nul autre n'aurait pu. Ils ont conquis des paysages qui auraient dû leur être fatals. Mais leur plus grande victoire ne s'est pas déroulée sur des plaines enneigées, ni lors d'un combat contre un mammouth, ni même en domptant le feu. Leur bataille la plus importante s'est livrée ailleurs, au plus profond de leur propre esprit. L'humanité se trouvait au seuil de l'impossible. Des instincts aiguisés? Oui, ils étaient affûtés, une force physique indéniable, mais pour non seulement survivre, mais prospérer dans un monde
qui cherchait à l'anéantir. Il lui fallait bien plus que de simples réflexes. Il lui fallait la capacité de voir au-delà de l'horizon, de comprendre l'invisible, d'entrevoir l'avenir. Il lui fallait un plan. Et ce plan naquit d'une force nouvelle et prodigieuse, la force de la pensée abstraite. Imaginez-vous au bord d'une rivière gelée. La faim vous tenaille. Vous apercevez des traces de mammouths qui s'enfoncent dans l'inconnu. Un esprit primitif dirait « suis la piste jusqu'à le trouver ». Mais un esprit endurci par l'air glaciaire murmure autre chose. Où ira-t-il ensuite? Où est le troupeau? Quand reviendra-t-il? Quel temps fera-t-il demain, dans une semaine? Comment puis-je non seulement tuer cette bête, mais aussi utiliser sa viande, ses os et sa peau pour que ma famille puisse survivre à l'hiver? Il ne s'agissait pas seulement de survie, mais de survie systémique. Les gens ont commencé à collecter des informations, à les analyser et à établir des liens complexes de cause à effet. Ils se souvenaient de l'emplacement du point d'eau un an auparavant, des nids d'oiseaux, des changements de direction du vent avant une tempête. Ils ont transformé des expériences fugaces en savoir durable. Ce savoir s'est perfectionné de génération en génération, métamorphosant intuition en stratégie et échec en leçons inestimables. Mais comment passer de la simple observation à la compréhension? Comment transmettre ce savoir inestimable aux générations futures? Comment ne pas perdre le fil de cette connaissance accumulée au prix de tant de vies? La réponse est apparue sous la forme d'un élément qui a changé à jamais le cours de l'histoire, le langage. Non pas de simples sons, non pas de simples signaux, mais un système complexe de symboles capable de contenir des idées, des concepts, des avertissements et des instructions. Du brame d'un cerf à la description détaillée de la meilleure façon de le débusquer. Le langage devint un pont invisible entre les esprits. Il permit à une femme d'expliquer comment traiter correctement les peaux et à un homme la meilleure façon de chasser le cerf. Il leur permit de partager non seulement ce qu'ils voyaient, mais aussi ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils savaient. Et ceci, mes amis, fut une révolution dont l'ampleur est difficile à surestimer. C'était le premier Internet, un réseau reliant les esprits, accumulant et transmettant l'expérience collective. Les mots ont donné naissance aux récits. Les récits ont donné naissance aux mythes. Les mythes ont donné naissance à des croyances partagées et surtout à un but commun. Les individus ont commencé à se percevoir non plus comme de simples personnes isolées, mais comme faisant partie d'un ensemble plus vaste, leur tribu, leur clan, leur nation. Leur survie dépendait désormais de leur capacité à collaborer, à planifier et à réfléchir ensemble. Ceci a jeté les bases de la création de structures sociales complexes, capables de résister à des pressions sans précédent. C'est là que réside l'un des secrets les plus étonnants de leur succès, le symbolisme. Il ne s'agit pas simplement d'un langage, mais de la capacité à attribuer un sens à des choses qui n'en ont pas. Une pierre pouvait devenir une amulette, porte-bonheur. Un dessin sur un mur pouvait se transformer en carte ou en prière, les reliant au monde spirituel. Un os n'était pas qu'un outil, mais le porteur de souvenirs ancestraux, un symbole de la continuité de la lignée familiale. Ces symboles imprégnaient toute leur vie, donnant un sens à chaque action, chaque victoire, chaque défaite. Prenons l'exemple des peintures rupestres. Il y a des milliers d'années, au fond de grottes obscures, nos ancêtres ont créé de magnifiques images de bisons, de mammouths et de cerfs. Étaient-ce de simples peintures? Ou bien recelaient-elles une signification plus profonde? Archéologues et anthropologues sont enclins à penser que ces images étaient de puissants outils. Elles pouvaient servir de cartes des territoires de chasse, de symboles rituels pour garantir une chasse fructueuse, voire de véritables manuels pour les jeunes chasseurs, leur transmettant des connaissances sur les habitudes des animaux, leurs faiblesses et leurs routes migratoires. Imaginons un mentor préhistorique pointant une torche vers une paroi, expliquant aux jeunes comment déchiffrer les traces
ou comment se comporter à la chasse. Et si je vous disais que leur art n'était pas qu'une simple œuvre d'art, et s'il était la preuve tangible de l'évolution de leur monde intérieur, de leur capacité d'introspection, de leur aptitude à créer des représentations mentales complexes de la réalité? Ces dessins ne sont pas une simple copie du monde, ils en sont une interprétation. C'est la capacité de saisir l'essence, de mettre en lumière les points clés, de traduire le mouvement et la puissance d'un animal en quelques traits seulement. C'est le signe d'un incroyable bond cognitif qui leur a permis non seulement de voir, mais aussi de comprendre le monde qui les entourait. Cette capacité de pensée symbolique leur ouvrit les portes d'un monde auparavant inaccessible, un monde où le passé pouvait être préservé et l'avenir imaginé. Ils commencèrent à ne plus se contenter de réagir au monde, mais à le façonner activement. Ils devinrent les architectes de leur propre survie, remodelant le paysage et leur place en son sein. Cette nouvelle puissance intellectuelle se manifestait dans tous les domaines. Dans l'invention d'outils complexes nécessitant de multiples étapes de fabrication, par exemple, un propulseur de javelot, un dispositif d'apparence simple, mais qui exigeait une compréhension de la physique, de la balistique et de l'aérodynamique. Il ne s'agissait pas seulement d'intuition, c'était de l'ingénierie au sens le plus profond du terme, fondée sur l'observation, l'expérimentation et la capacité d'abstraire la modélisation, ou encore leurs habitations. Des simples abris de fortune aux somptueuses demeures en os de mammouth, capables de résister aux gelées les plus rigoureuses, chaque structure témoigne d'une planification minutieuse, d'un travail d'équipe et d'une profonde connaissance de l'environnement. Ils construisaient non seulement des abris, mais de véritables forteresses, les protégeant des intempéries. Mais comment ce monde intérieur leur a-t-il permis de survivre dans un monde extérieur si impitoyable? Il leur a conféré une grande flexibilité. Si une méthode de chasse traditionnelle devenait inefficace, ils en inventaient une nouvelle. Si les anciennes routes de migration étaient bloquées par la glace, ils en trouvaient de nouvelles, s'appuyant sur leur connaissance du terrain, même s'ils ne l'avaient jamais parcouru auparavant. Ils apprenaient de leurs erreurs et s'adaptaient avec une rapidité incroyable. Il ne s'agissait pas d'une adaptation passive, mais d'une transformation active et délibérée d'eux-mêmes et de leur environnement. Imaginez, chaque étape était une expérience, chaque hiver une épreuve. Et chaque fois qu'ils en sortaient victorieux, leur esprit devenait encore plus aiguisé, encore plus inventif. C'était une évolution non seulement du corps, mais aussi de l'esprit, accélérée par les conditions impitoyables de l'ère glaciaire. Ils développèrent une incroyable capacité de planification à long terme. Ils conservaient des aliments pour les mois à venir. Ils amassaient des matériaux pour fabriquer des outils et des vêtements. Ils comprenaient les cycles de la nature qui s'étendaient bien au-delà de leur propre existence. Ils semaient des graines qui ne porteraient leurs fruits que pour leurs petits-enfants. Ils chassaient de manière à ne pas épuiser leurs troupeaux, conscients de l'importance d'une gestion durable des ressources. C'était une vision à long terme qui leur assurait un avenir non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs descendants. Ce nouveau pouvoir de l'esprit, ce plan, devint leur arme la plus redoutable. Il leur permit de transformer le chaos de l'ère glaciaire en un défi à leur portée. Il leur donna les outils non seulement pour survivre, mais aussi pour dominer. Des vastes steppes d'Eurasie aux étendues glacées d'Amérique du Nord, ils portèrent leur esprit comme des torches dans l'obscurité, éclairant le chemin et conquérant de nouvelles terres. Ils apprirent à déchiffrer les signes dans la neige, à prédire le mouvement des étoiles et à comprendre le langage du vent. Ils s'intégrèrent au monde, tout en s'élevant au-dessus de lui, acquérant la capacité de le façonner à leur guise, créant leur propre réalité, leur propre culture, leur propre civilisation au cœur du désert glacé. Mais que se passe-t-il lorsque même l'esprit le plus brillant atteint ses limites? Que se passe-t-il lorsque tout leur savoir, toutes leurs inventions, toute leur incroyable capacité d'adaptation sont menacées à une échelle sans précédent?
Après tout, l'ère glaciaire fut capricieuse et cruelle. Elle n'a pas encore dit son dernier mot. L'humanité avait bâti sa forteresse mentale, s'était armée des armes de l'esprit, prête à affronter n'importe quelle tempête. Mais ce qui l'attendait n'était pas seulement une épreuve, mais le point culminant d'un froid terrifiant, la plongée la plus profonde de la planète dans la glace, ce que nous appelons aujourd'hui le maximum glaciaire final. Cette intelligence incroyable pourrait-elle survivre lorsque le monde lui-même tenterait de se glacer jusqu'à la mort et de l'entraîner dans sa chute? L'humanité semblait enfin avoir poussé un soupir de soulagement. Pendant des siècles, elle s'était adaptée, avait inventé et appris à survivre dans un monde soumis à des cycles de gel et de dégel, mettant à rude épreuve sa résilience. Elle avait dompté le feu, créé des vêtements, construit des abris, développé des stratégies de chasse sophistiquées et surtout appris à réfléchir et à résoudre les problèmes que la nature lui imposait. Mais la nature, cette force impitoyable et capricieuse, n'avait pas encore dit son dernier mot. Elle a préparé la plus grande épreuve pour l'humanité, l'apogée de son règne glacial, le dernier maximum glaciaire. Ce n'était pas une simple vague de froid, c'était un épisode extrême. L'apogée de millénaires de froid, lorsque la planète a exercé une pression insoutenable sur l'humanité, cherchant à l'anéantir. Entre 26 000 et 19 000 ans avant notre ère, la Terre a connu un état sans précédent. Des calottes glaciaires de plusieurs kilomètres d'épaisseur recouvraient de vastes étendues d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie, emprisonnant des volumes d'eau colossaux. Le niveau des mers a baissé de 120 à 130 mètres, découvrant les plateaux continentaux et créant de nouveaux ponts terrestres, mais transformant simultanément des paysages familiers en déserts infinis et arides. Imaginez, près d'un tiers des terres émergées étaient enfouies sous des kilomètres de glace. L'Europe était prise en étau entre la calotte glaciaire scandinave au nord et les glaciers alpins au sud. L'Amérique du Nord se transformait en une immense étendue de glace s'étirant du Pacifique à l'Atlantique. L'air devenait plus sec et la poussière des glaciers et des déserts gelés s'élevait dans l'atmosphère, provoquant des tempêtes sombres et suffocantes. Les températures chutaient encore de plusieurs degrés et même les régions non recouvertes de glace se métamorphosaient en steppes de toundra, des étendues froides et venteuses à la végétation clairsemée. Qu'est-ce que cela signifiait pour les humains? Leurs anciens refuges étaient désormais menacés. Les routes migratoires habituelles des animaux avaient été modifiées, voire avaient complètement disparu. Les ressources qui assuraient jadis la vie étaient devenues rares. Il ne s'agissait plus seulement d'une lutte pour la survie, c'était une lutte contre la planète elle-même qui semblait déterminée à les anéantir. C'est durant cette période que l'humanité a connu ses conditions les plus difficiles. Les populations ont diminué et se sont isolées. Des groupes qui avaient auparavant parcouru le monde librement se sont retrouvés piégés dans des refuges, de petites oasis de vie où le climat était au moins un peu plus clément et les ressources au moins un peu plus accessibles. La péninsule ibérique, le sud de la France, les Balkans, certaines parties de l'Europe de l'Est et des régions d'Asie, c'est là que l'étincelle de l'existence humaine a vacillé. Mais le pire était à venir. Ce n'était pas seulement une torture physique, mais aussi psychologique. Comment pouvait-il survivre quand chaque jour était une lutte pour un morceau de viande, un abri sec, une gorgée d'eau? Quand l'horizon était voilé d'un ciel gris et que tout autour d'eux s'étendait un froid glacial et des étendues glacées, à perte de vue. Auraient-ils pu imaginer que cela finirait un jour? Ou leur monde était-il condamné à un froid éternel? C'est ici, au bord du précipice, que l'esprit humain se révéla dans toute son incroyable puissance. Face à une pression sans précédent, l'homme ne céda pas. Il inventa des méthodes de chasse encore plus sophistiquées. Désormais, il ne se contentait plus de chasser les animaux. Il anticipait leurs mouvements, créait des pièges et rabattait des troupeaux entiers dans des gorges naturelles
pour s'assurer de la nourriture pendant des semaines. Les lances s'allégèrent et des propulseurs comme l'Atlatl permirent de lancer des fléchettes avec plus de force et de précision, tout en maintenant une distance de sécurité avec la dangereuse mégafaune. Les vêtements devinrent multicouches, plus soigneusement confectionnés et intégrèrent fourrure et cuir, protégeant ainsi du froid glacial. Les coutures réalisées avec des aiguilles en os étaient si solides que les chercheurs modernes s'émerveillent encore de leur ingéniosité. Les aiguilles découvertes dans les couches archéologiques de cette période témoignent d'une véritable révolution dans la production vestimentaire. Les abris, ils devinrent plus profonds et plus complexes. Les grottes se transformèrent en habitations permanentes, avec des espaces dédiés à différents besoins, dormir, cuisiner, fabriquer des outils. Là où il n'y avait pas de grottes, les habitants construisirent des habitations avec des os de mammouth recouverts de peau et de terre, créant ainsi de véritables foyers chaleureux capables de résister aux assauts du vent et de la neige. Ces mégastructures exigeaient non seulement des compétences en ingénierie, mais aussi l'incroyable coopération de communautés entières. C'est précisément dans un contexte d'isolement et de lutte acharnée pour la survie que les liens entre les groupes sont probablement devenus encore plus précieux. L'échange d'informations, de ressources et peut-être même de partenaires est devenu vital pour éviter l'extinction. Les découvertes archéologiques révèlent l'existence de routes commerciales qui transportaient des matériaux précieux comme le silex et les coquillages sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Cela démontre que, même dans ces heures les plus sombres, l'humanité ne s'est pas complètement isolée, mais a cherché à maintenir des liens, garantissant ainsi la diversité génétique et culturelle. Quant à l'art, il s'y est épanoui. Les grottes de Lascaux, d'Altamira et de Chauvet, leurs parois devinrent des toiles sur lesquelles les artistes antiques immortalisèrent le monde qui les entourait. Mammouths, bisons, cerfs, chevaux, prédateurs, scènes de chasse. Ces images étaient bien plus que de simples ornements. Elles étaient cartes, manuels, symboles rituels, un moyen de transmettre savoir et croyances de génération en génération. Dans les profondeurs obscures des grottes, à la lueur de lampes à huile, ces hommes créèrent des chefs-d'œuvre qui témoignent de leurs liens profonds avec la nature, de leurs espoirs et de leurs craintes. C'était le récit d'une force d'âme inébranlable, la preuve que même dans les circonstances les plus désespérées, l'esprit et l'âme humains aspiraient à la beauté et au sens. Le dernier maximum glaciaire fut un creuset où l'humanité se forgea une identité nouvelle. C'était une période où chaque erreur pouvait coûter des vies, où chaque bonne décision garantissait la survie. C'était une époque où l'évolution était mue par le fléau invisible et impitoyable du froid et de la faim. Ceux qui survécurent n'étaient pas simplement chanceux, ils étaient les plus robustes, les plus ingénieux, les plus résistants. Ils étaient porteurs d'une expérience unique, forgée dans le feu des combats glacials. C'est durant cette période que furent posées les fondations des civilisations futures. L'humanité sortit de cette terrible épreuve non seulement vivante, mais transformée. Elle devint plus forte, plus sage, plus inventive, son esprit affûté à l'extrême. Mais quel prix paya-t-elle pour cette survie? Quelles cicatrices ce monde glacial lui laissa-t-il? Et comment ces cicatrices, ces leçons, ces traces invisibles du froid façonnèrent-elles notre avenir, notre présent? La glace recula. Le monde changea, se débarrassant de son manteau blanc, révélant des vallées verdoyantes et de nouveaux horizons. Il semblait que la terrible épreuve fût terminée et que l'humanité, épuisée mais vivante, puisse enfin respirer librement. Mais ce n'était qu'une illusion. Le froid avait disparu, mais il n'avait pas disparu sans laisser de traces. Il avait laissé des cicatrices profondes et indélébiles sur l'âme même de notre espèce, nous forgeant dans ce creuset de souffrance qui dura des dizaines de milliers d'années. Ces cicatrices, invisibles à l'œil nu,
devinrent notre force, notre mémoire, notre héritage. L'ère glaciaire n'était pas qu'un simple événement géologique, elle fut le plus grand filtre de l'histoire humaine. Seuls les plus résilients, les plus intelligents, les plus ingénieux survécurent. Et ces survivants ne furent pas seulement préservés, ils furent remodelés, refondés, transformés en quelque chose de totalement différent. Leur corps, leurs esprits, leurs réseaux sociaux, tout fut affûté à l'extrême par la pression d'une privation inimaginable. Physiquement, nous sommes devenus plus résistants, capables de longs voyages et de nous adapter à une alimentation frugale. Nos gènes, porteurs de la mémoire des hivers rigoureux, ont façonné un métabolisme capable de stocker l'énergie et un système immunitaire renforcé pour lutter contre les maladies dues au froid et à la faim. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les véritables changements se sont produits plus profondément, au cœur même de notre conscience. Le froid ne nous faisait pas seulement réfléchir, il nous y obligeait. Chaque jour était une énigme, chaque saison un jeu stratégique de survie. Comment trouver de la nourriture dans le désert gelé? Comment construire un abri capable de résister au vent glacial? Comment se protéger des prédateurs, eux aussi en quête désespérée de nourriture? Ces questions exigeaient bien plus que de l'instinct, une analyse approfondie, une planification des mois à l'avance et la capacité d'anticiper. Développer sa mémoire est devenu crucial. Où se trouvaient les bons territoires de chasse l'année précédente? Quelle baie était comestible? Quel chemin était sûr? C'est alors que notre cerveau, tel un processeur surpuissant, se mettait à fonctionner à plein régime, développant la pensée abstraite, la capacité de symbolisme et la transmission d'expériences complexes de génération en génération. L'art qui s'épanouissait sur les parois des grottes était bien plus qu'une simple décoration, c'était un témoignage, une chronique, une prière. Symboles, rituels, récits, tout cela renforçait l'unité de la communauté, transmettait le savoir et insufflait l'espoir. C'était un langage qui reliait le passé à l'avenir, les morts aux vivants, l'humanité à une nature immense et souvent hostile. Et c'était le fondement de toutes les réalisations culturelles futures. Mais le plus important que la glace ait forgé, c'est notre capacité à coopérer. Nul n'aurait pu survivre seul. La chasse aux mammouths exigeait le travail coordonné de dizaines d'individus. Se protéger des prédateurs nécessitait un effort collectif. Soigner les blessés, élever les enfants, entretenir les feux, toutes ces tâches étaient partagées. Des structures sociales complexes ont émergé, fondées sur la confiance, l'entraide et une division claire du travail. L'altruisme, la compassion et le sens du sacrifice pour le groupe. Ces qualités sont devenues non seulement souhaitables, mais vitales. Sans elles, notre espèce aurait été condamnée. L'ère glaciaire nous a appris à innover sans cesse. Chaque nouvel outil, chaque nouvelle technique de travail du cuir, chaque pointe de lance améliorée était une réponse directe à la lutte contre la mort. Cette soif insatiable de progrès, d'invention, de solutions nouvelles est devenue partie intégrante de la nature humaine. Elle a conduit à la création d'outils composites complexes, au développement des armes de jet, à l'invention de l'aiguille, qui a tout changé. Nous sommes devenus maîtres de l'adaptation, capables non seulement de nous adapter à l'environnement, mais aussi de le remodeler activement pour répondre à nos besoins. Ainsi, lorsque la glace commença à se retirer, révélant des terres fertiles et de nouvelles perspectives, l'humanité était prête. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait acquis un patrimoine inestimable de connaissances, de compétences et de modes de pensée. La capacité de planifier, d'organiser, de collaborer et d'innover, tout cela constitua le fondement de la révolution suivante, le néolithique. La transition vers l'agriculture, la construction des premières villes, la formation des civilisations, tous ces progrès considérables furent rendus possibles par les leçons tirées des conditions extrêmes de l'ère glaciaire. Nous avons appris à comprendre la nature cyclique de la nature, à prévoir les changements saisonniers et à gérer les ressources. Nous avons appris à stocker la nourriture, à construire des abris permanents
et à créer des communautés complexes. Ces compétences, perfectionnées au bord de l'extinction, étaient parfaitement adaptées à une nouvelle ère d'abondance et de mode de vie sédentaire. La glace ne nous a pas tués, elle nous a rendus plus forts, plus intelligents et plus unis. Elle a forgé, à partir de groupes disparates de chasseurs-cueilleurs, une espèce unifiée, incroyablement résiliente et ingénieuse, prête à conquérir la planète. Aujourd'hui encore, des millénaires plus tard, nous portons en nous cet héritage de glace. Notre capacité à résoudre les problèmes, notre soif d'exploration, notre besoin de communauté, notre indomptable volonté de vivre, tout cela fait écho à ces temps lointains où le froid était notre plus grand maître. Chaque fois que nous sommes confrontés à une crise, que nous inventons de nouvelles technologies, que nous construisons des ponts ou que nous explorons l'espace, nous puisons inconsciemment dans des qualités forgées dans le creuset de l'ère glaciaire. Le froid n'était pas la fin. C'était le commencement de ce que nous appelons la civilisation humaine. Il n'a pas seulement changé le monde, il nous a changés. Et cette empreinte invisible de glace, ce durcissement, ce souvenir inestimable de la plus grande épreuve, continue de façonner notre avenir, nos choix d'aujourd'hui, nos aspirations les plus profondes